Pas si simple, le podcast qui promet de la nuance et du respect dans le brouhaha médiatique. Thème du jour, l'école ne sait plus éduquer. Les réformes s'enchaînent parfois de manière contradictoire, mais rien n'y fait. L'école est constamment accusée de défaillance. Niveau scolaire en baisse, pas au rendez-vous sur la mixité sociale, ni sur l'autorité. En cette rentrée scolaire, 3000 postes de professeurs ne sont pas pourvus. Un symptôme qui parle de lui-même. Pas si simple est un podcast proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Animé par Éric Paillet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Pour en discuter, nous recevons Philippe Mérieux, chercheur en sciences de l'éducation. Il a toujours plaidé pour une école capable de réduire les inégalités, une école qui forme un socle citoyen, une école qui ne se contente pas de transmettre des savoirs, mais qui joue pleinement son rôle dans une mission plus vaste, celle d'éduquer. La première prise. Philippe Mérieux, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Quand on a préparé cette émission avec Étienne et Isabelle, on est frappé parce que l'éducation, c'est un sujet dont tout le monde parle, c'est central, c'est extrêmement important, et au fond, vous êtes une poignée à posséder le sujet, en fait, dans son aspect le plus global, c'est-à-dire du regard du professeur, en passant par celui du ministère, jusqu'à la question de ce que représente l'éducation pour la société. Alors, on a des gens spécialisés, il y a des profs qui racontent dans des blogs, on a des anciens ministres, mais pourquoi est-ce aussi peu étudié de façon générale, et pourquoi vous, par contre, ça vous intéresse ? Alors d'abord, je voudrais vous contredire, je ne crois pas que l'éducation soit au centre des préoccupations des médias. Je crois que si on cherche les peut-être émissions qui, dans les médias, sont consacrées à l'éducation, on n'en trouvera pas beaucoup. Si on se dit qui est le responsable de la cuisine ou de l'économie sur telle ou telle chaîne de télévision, on aura un nom. Si on dit qui est le responsable des questions éducatives, on n'en aura pas. Ou en tout cas, on ne le trouvera pas. Donc je ne crois pas que l'éducation soit réellement un objet de débat public et je le regrette. Alors à côté de ça, vous avez raison de dire que les chercheurs en éducation se sont beaucoup spécialisés depuis quelques années. Ils sont devenus des chercheurs extrêmement pointus et c'est lié au mode d'évaluation des universités, c'est lié à la gestion des carrières. Et dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit la démographie ou la géographie, nous assistons aujourd'hui dans l'université à une fragmentation des recherches et à une disparition progressive d'une appréhension plus globale des préoccupations et des questions sociétales. Est-ce que justement ça provoque la caricature? Est-ce que justement le fait de ne plus avoir de grands spécialistes de ce sujet-là, d'experts, finalement ce qu'on entend, c'est ceux qui caricaturent l'éducation? Pas toujours, pas toujours. D'abord, on entend très peu ceux qui sont trop spécialisés parce qu'ils utilisent un langage extrêmement technique et pas toujours accessible. Et ensuite, parce qu'au fond, ceux qui s'expriment sur ces questions éducatives sont pour l'essentiel des polémistes et très peu des chercheurs. Les chercheurs en éducation, les universitaires en éducation sont peu écoutés, peu entendus. Et des polémistes se sont emparés du champ depuis de nombreuses années. Et eux font en quelque sorte l'opinion publique dans ce domaine. Et c'est un peu regrettable, effectivement, d'où l'intérêt de travailler sur le fait que c'est pas si simple. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, c'est ce soir, France 5, le 20 janvier 2022. Sous couvert de méritocratie, vous avez un système qui donne la part belle à des familles dans lesquelles la culture de la réussite scolaire se transmet de génération en génération. Xavier Jaravel, économiste, à propos du rapport PISA, France Inter, le 6 décembre 2023. On voit qu'il y a quand même une baisse du niveau dans plein de matières, mais notamment en mathématiques, qui est très très forte en France et qui est vraiment unique à la France. Erwan Lenouan, essayiste et chroniqueur au journal L'Opinion, France Inter, le 12 février 2024. Le rôle de l'école, c'est pas de réduire les inégalités sociales, c'est d'égaliser les chances. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, conférence de presse LCI, le 26 juin 2024. J'entends par ailleurs refaire de l'école un asile inviolable, où les querelles des hommes n'entrent pas, et cela passe, dès la rentrée de septembre, par un Big Bang de l'autorité. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, RTL, le 1er septembre 2024.
Lors des concours de recrutement en juin 2024, il y a près de 3000 postes d'enseignants du primaire et des collèges et des lycées qui n'ont pas été pourvus, qui n'ont pas trouvé preneur, donc sur lesquels il n'y avait personne à mettre. Pascal Praud, journaliste, CNews, le 10 septembre 2024. Il y a quelque chose là qui ne va pas. L'école, elle n'est pas faite pour éduquer, elle est faite pour instruire, on le dit souvent. Pas si simple. Thème du jour, l'école ne sait plus éduquer. Vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de grands spécialistes, mais des polémistes, là on en entend. On dit quand même que l'enseignement manque de professeurs, 3000 postes. Ce qui est vrai. 3000 postes, mais aussi des démissions, mais aussi des ruptures conventionnelles, mais aussi... Donc ça veut dire que ça va mal. Aujourd'hui, est-ce que l'école va mal? L'école ne va pas bien, ça c'est certain. L'école ne va pas bien. Moi, je suis dans l'école depuis bien longtemps et je m'intéresse à l'école depuis très longtemps et j'ai rarement vu une période aussi dépressive. Je dis dépressive parce qu'on a connu des périodes de colère, des périodes de révolte, des périodes d'attentisme. Là, c'est une période de dépression. On a vraiment le sentiment que les professeurs sont malmenés, qu'ils sont découragés et qu'ils s'inquiètent même de l'avenir de leur institution, comme un grand vide devant eux et une grande angoisse. L'origine de cette crise des vocations, c'est quoi? Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est une question de méthode? Est-ce que c'est une question aussi d'autorité? Certains enseignants disent avoir peur même d'aller en classe. D'où elle vient, cette crise des vocations? Oui, il y a tout cela. Il y a évidemment la reconnaissance salariale insuffisante. On est un des pays où elle est la plus faible dans les pays développés. Il y a aussi une inquiétude très grande par rapport à des situations qui sont présentées par les médias comme extrêmement difficiles. Il y a une formation qui est brinque-ballante, qui change tout le temps, qui n'est pas très lisible. Il y a également l'inquiétude de voir des parents trop intrusifs et de se voir relégués à une situation d'homme ou de femme de maison. Je crois qu'avant les années 68, au Figaro, les petites annonces éducation étaient rangées dans la rubrique gens de maison. Eh bien, les professeurs aujourd'hui ont le sentiment que peut-être on les renvoie dans la rubrique gens de maison. Alors il y a tout cela. Et puis il y a une succession de réformes qui se sont télescopées les unes à la suite des autres sans être réellement ni évaluées, ni même regardées avec un peu de distance. Et le sentiment que tout ça va trop vite et que on ne peut pas répondre aux grands défis de ce temps dans une telle course et avec un tel acharnement de mesures plus politiciennes que de fond. Voilà, on le voit, il y a vraiment cette crise et qui fait qu'aujourd'hui, donc, on manque de 3000 enseignants. La promesse, une classe, un professeur, n'est pas du tout tenue, là. Elle n'est pas tenue et je crains que s'il n'y a pas une reprise, une prise en compte de ce phénomène et puis quelque chose qui ne soit pas simplement une réparation technique, mais qui soit de l'ordre d'une inspiration politique authentique, je crains que le phénomène ne s'accroisse. C'est pas que les jeunes soient aujourd'hui moins généreux, moins intéressés par la question éducative. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont engagés dans des associations, engagés sur l'écologie, engagés sur le tiers-monde, engagés sur des tas de choses. Mais il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que l'enseignement, qui est un lieu de l'engagement par excellence et l'engagement pour l'avenir, n'apparaît plus comme étant la mission éducative telle que moi je la conçois, telle qu'elle est même historiquement construite par la République. Cette mission éducative n'apparaît plus comme centrale et au fond, les jeunes, même très généreux, qui ont envie de militer, de s'engager pour préparer l'avenir, ils pensent que c'est pas là qu'on peut le faire. Et c'est ça qui est vraiment pour moi le problème principal. La succession justement de réformes, on en a parlé. Alors c'est vrai que longtemps on dit qu'un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas une réforme, en fait c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Ça c'est pour la caricature, mais on a vu quand même les choses beaucoup évoluer ces dernières années. Est-ce que le fait de ne pas avoir de boussole, c'est ça aussi qui plonge aujourd'hui l'Éducation nationale dans ce désarroi? Je pense que oui. Je pense que pour les professeurs qui sont en tout cas sur le terrain, ils ont le sentiment que c'est un gigantesque paquebot, l'éducation nationale, qui a en permanence des gens dans la cale, qui réparent la tuyauterie, qui exigent du paquebot que les machines tournent mieux, mais que ce paquebot, il n'a jamais quitté le quai, ou il ne quitte plus le quai. On ne sait pas où il va. Mais peut-être parce qu'on ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va parce que, au fond, les finalités du système scolaire en France ne sont plus claires.
elles étaient claires à l'époque de Jules Ferry, elles étaient claires à l'époque de Jean Zay, elles étaient claires à l'époque de la Libération. Là, ça pourrait être quoi, alors, la finalité de l'école aujourd'hui ? Je crois que la finalité de l'école aujourd'hui, c'est celle qui avait été formulée déjà par Condorcet, hein, c'est effectivement permettre à chacun d'accéder à la pensée, c'est-à-dire à autre chose que le slogan, à autre chose que l'emprise, et en même temps, et ça c'est un vrai défi de la démocratie, que chacun se construise par lui-même, mais que tous sachent communiquer ensemble et faire du commun pour faire société. Or, je crois que ce qui s'est passé, qu'analysent très bien les sociologues ou les philosophes, c'est que la montée de l'individualisme social dans la deuxième partie du XXe siècle a fait exploser les sociétés holistiques. Hein. Bon, les sociétés holistiques où, au fond, chacun faisait ce qui était attendu de lui en imaginant être libre. Et ça a donné le sentiment aux gens que les institutions étaient finalement suspectes toujours de ne pas rechercher l'intérêt individuel. Moi, quand je suis rentré à l'école, jamais mon père, qui était pourtant un homme de droite, ne serait allé donner le moindre conseil à mon instituteur qui était communiste. Et quand mon instituteur me punissait, mon père doublait la punition. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a ce comportement des individus à l'égard des institutions qui consiste à se dire: est-ce que je suis bien traité? Est-ce que l'institution me traite comme il faut? Il y a ce sentiment de beaucoup de parents qu'ils ne voudraient pas que leurs enfants soient traités comme les autres parce que leur enfant est une exception. Moi, quand j'étais à l'école, mon père voulait qu'on me traite comme les autres. Aujourd'hui, chacun veut qu'on traite son enfant comme une exception parce que on est très attaché à cela. Alors moi, je comprends très bien ce comportement. Et je n'attaque pas les parents, je ne stigmatise personne. Je dis simplement qu'on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on a pris conscience de l'importance des intérêts individuels, mais où on n'a pas reconstruit en quelque sorte un cadre qui permet à ces intérêts individuels de s'inscrire dans une perspective collective et commune. Et donc l'absence de finalité de l'école et le fait qu'elle n'a plus que des objectifs, qu'elle n'a pas de finalité, eh bien, ça fait que c'est un peu un bateau qui reste effectivement au port. Pas si simple, thème du jour, l'école ne sait plus éduquer. Philippe Mérieux nous dit que si l'école est un bateau qui reste au port, c'est au fond qu'elle a perdu sa boussole. Pour retrouver le nord, notre sémiologue Mariette Dary-Grand replace le point cardinal de notre discussion. Éduquer, au fond, ça veut dire quoi ? Mariette, au début de l'émission, on a entendu cette phrase étrange de Pascal Praud sur CNews, nous dire que la mission de l'école, c'est d'instruire, c'est pas d'éduquer. Alors pourtant, on parle de sciences de l'éducation, on parle du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est quoi au fond éduquer ? C'est multidimensionnel, c'est complexe, mais ce que je remarque dans le discours médiatique depuis une bonne quinzaine d'années, c'est que en fait, l'éducation est une patate chaude qu'on se refile. C'est comme si personne ne voulait se situer comme éducateur en quelque sorte, hein, alors que ce métier-là, en plus, il a une autre valeur dans la société plutôt positive. Donc les enseignants ont tendance à dire c'est le rôle des parents, les parents c'est le rôle de l'école, comme si l'éducation en fait était trop large. Enseigner on voit, transmettre des connaissances on voit, mais éduquer c'est bien plus complexe que cela. Et pourtant, si j'en crois la psychologue Caroline Goldman, hein, qui a un point très intéressant sur notre société, elle dit qu'aujourd'hui, les enfants n'ont plus les carences affectives d'antan, du temps de Dolto, mettons, mais ils sont aimés, en gros, mais ils ont des carences éducatives. Et je trouve cette notion très éclairante pour nos discussions. Qu'est-ce qu'englobe l'éducation au-delà d'instruire, au-delà de transmettre un savoir ? Moi, j'ai toujours le réflexe d'aller voir dans le langage. Et ce qui est très intéressant, c'est que du temps de Rabelais a beaucoup parlé d'éducation avec son Pantagruel, fils de Gargantua, à qui Gargantua donnait... À transmettre savoir, oui, un savoir-être. Il a éduqué. Ouais. Son fils. Alors on est chez les géants rabelaisiens, mais c'est très très intéressant. Rabelais avait des idées claires là-dessus. Hein. C'est-à-dire que précisément, l'être humain n'est pas limité à l'enseignement. C'est pas une boîte dans laquelle on fait rentrer des choses. C'est autre chose. Et on est au cœur de l'humanisme. On est au cœur de l'humanisme avec l'éducation. Et alors, dans la langue du XVIe, c'est synonyme de nourriture. C'est quand même très intéressant. Éduquer. Hein, par exemple, on disait que la terre éduquait, parce qu'elle nourrissait.
Elle donnait ses végétaux, elle donnait sa fertilité. C'est une image d'abondance naturelle, l'éducation. Alors pour nous, c'est un peu contre-intuitif parce que précisément nous la mettons du côté de la culture, de l'acculturation, de l'appropriation du symbolique, de la loi des limites. Mais il n'y a pas que ça dans l'éducation. Il y a aussi, je dirais, la joie de grandir, la joie d'ouvrir. Et les parents, de ce point de vue-là, sont absolument cruciaux. Ils nourrissent leurs enfants. Mais il faut... Alors, Rabelais insistait sur le corps. Le corps, l'esprit ne va pas sans le corps, bien sûr. Et donc, cette ouverture du corps et de l'esprit, les parents bien, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Ils s'en soucient. Oui. Ils s'en soucient beaucoup. On aide à quelqu'un en devenir à se construire. C'est vraiment ça, l'éducation telle qu'on le perçoit aujourd'hui. Oui, et corps et esprit. Je dis ça aussi parce que j'ai lu dans une enquête, je ne saurais plus vous dire la source, mais que le premier compliment qui fait plaisir à un des parents aujourd'hui, c'est « votre enfant se comporte bien, il est respectueux ». Terme absolument sacré aujourd'hui. Donc un enfant, c'est drôle que les gens aient plutôt envie d'un comportement à la limite que d'une réussite scolaire qui aujourd'hui est un petit peu brouillée parce qu'avec tous ces enfants qui ont des intelligences alternatives, les mauvais élèves, voilà. C'est brillant. Voilà. Donc en revanche, non, le comportement, c'est vraiment, ils savent en quelque sorte qu'ils sont jugés. Merci Mariette. Pas si simple, invité du jour, Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, Mariette Darrigrand assiste sur, au fond, l'aspect collectif de l'éducation. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Depuis de nombreuses années, dans vos ouvrages, on retrouve cette idée du triangle éducatif, l'enfant, la famille, l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, ça serait ce triangle aussi éducatif qui fonctionnerait mal? Oui, d'abord, rappeler que l'éducation est globale. Un enfant n'est pas une tranche napolitaine. Hein. Ce qu'il vit dans la famille, ce qu'il vit à l'école, ce qu'il voit dans la rue, ce qu'il voit sur les écrans, tout cela contribue à son éducation. On a entendu Pascal Praud tout à l'heure dire l'école doit enseigner, elle ne doit pas éduquer. Illusion. Enseigner, c'est aussi éduquer, et toujours. Il y a une belle page de Bergson quand il est professeur au lycée Henri IV et il répond à ses collègues qui lui disent « Vous devez enseigner, vous ne devez pas éduquer ». Il dit « Mais la simple façon dont je rends les copies, en commençant par la meilleure ou par la moins bonne, c'est une manière de dire quelle vision j'ai de l'homme et de la société, c'est une manière d'éduquer. Si je rends les copies en commençant par la meilleure et en finissant en humiliant celui qui a la moins bonne note, eh bien, j'éduque pas de la même manière que si, comme je le fais moi, disait Bergson, je commence par la plus faible en disant qu'il y a quand même de bonnes choses et je finis par la meilleure en disant qu'il faut encore beaucoup progresser. Et donc, on voit bien que ce qui se transmet dans une classe, toujours pour réagir par rapport à ce lieu commun, éduquer et enseigner, ce qui se transmet dans une classe, c'est pas simplement le savoir. Et ça, les travaux nous le montrent bien aujourd'hui, c'est le rapport au savoir. Le rapport au savoir, c'est-à-dire la manière dont la personne qui enseigne se situe au regard même des contenus qu'elle enseigne. Est-ce qu'elle transmet une forme de savoir fossile qui suffit simplement d'absorber et puis ensuite de le répercuter le jour de l'examen, ou est-ce qu'elle transmet une posture d'interrogation, de recherche? Est-ce qu'elle transmet un rapport qui est un rapport vivant au savoir? On évoquait Rabelais, la collègue évoquait Rabelais, nous n'enseignons que Pierre vive, donc rapport vivant au savoir. Et on sait aujourd'hui, alors c'est des enquêtes qui n'ont pas beaucoup de diffusion, mais on le sait avec certitude que l'enseignant qui hésite et qui tâtonne, l'enseignant qui cherche, l'enseignant qui se pose des questions, c'est mieux pour les élèves, c'est mieux pour leur autonomie, c'est mieux pour leur pensée critique que celui qui prêche une certitude dogmatique. Parce que ce rapport au savoir est un rapport qui va transmettre l'exigence d'être au plus près du plus juste, exigence d'être au plus près du plus précis, exigence d'être au plus près de la vérité. Et c'est cette exigence qu'il faut transmettre. Alors on la transmet bien sûr à l'école, et l'école est le lieu essentiel de transmission de cette exigence, mais aussi, et vous avez raison de le souligner, la famille joue un rôle fondamental, et moi je crois que l'éducation familiale est beaucoup trop sous-estimée en France, d'ailleurs extrêmement peu de travaux. Vous évoquiez les travaux sur l'éducation, il y en a beaucoup encore sur l'éducation scolaire, même trop parcellisée, mais très très peu sur l'éducation familiale. On entend souvent aussi dire
ce qui est dit à l'école, aujourd'hui, on a de plus en plus des familles qui disent l'inverse ou qui contredisent. En fait, ce sont deux lieux qui s'opposent. Mais je pense qu'il faut assumer et accepter l'idée que l'école n'est pas le prolongement de la famille. Là, le philosophe Alain disait très justement que l'école doit faire rupture avec la famille. L'école fait rupture parce qu'à l'école, on découvre qu'il y a d'autres familles qui élèvent autrement leurs enfants. On découvre que le monde ne se réduit pas à l'univers du vocabulaire de la famille, des préoccupations de la famille. On ouvre les portes, on agrandit le cercle. L'école agrandit le cercle, et c'est important parce que l'école nous mène non pas vers l'universalité, ce serait beaucoup de choses, mais vers en tout cas l'altérité, vers l'autre, vers les autres. Et donc il faut qu'elle fasse un peu rupture avec la famille. C'est compliqué pour certains enfants parce qu'ils peuvent être effectivement dans un conflit de loyauté entre ce qui se dit dans la famille et ce qui se dit à l'école. Mais ce que nous avons apporté ensemble, je crois, les enseignants et les parents, c'est le fait qu'on peut appartenir à des mondes différents sans en trahir aucun. Et c'est important que l'enfant l'entende et le comprenne. Je sais que c'est très difficile, c'est très difficile. Moi, j'accompagne dans le cadre des cités éducatives des collègues et je travaille avec des mamans d'élèves. Je dis ça parce que malheureusement, on voit assez peu de papas dans ces lieux-là. Et je sais que c'est très difficile quand il y a un conflit d'ordre idéologique, religieux, communautaire. C'est très difficile de faire accepter à l'enfant, aux parents et aux enseignants qu'il faut travailler en sérénité et accepter que nous sommes des êtres un peu hybrides et métissés. Et libre aussi. L'éducation, si elle est une transmission de savoir, si elle est une éducation à la vie, est-ce que l'enfant ne va pas être influencé et finalement perdre sa liberté? Vous l'avez dit, on éduque à l'esprit critique, par exemple, oui. Mais en même temps, quand on est éduqué, on nous transmet quelque chose. Est-ce que ça nous laisse vraiment libre d'avoir un esprit critique? La véritable éducation est celle qui transmet le goût de la vérité et non pas qui impose d'adhérer à une vérité. C'est le goût de la vérité qui est important. Enfin, en maths, la vérité, ah oui, mais non. On ne peut pas tellement transiger. On ne peut pas transiger, mais si, parce que dès qu'on va vers les mathématiques compliquées, les choses ne sont pas aussi simples, pour reprendre encore le titre de votre émission, et même dans des petits problèmes qu'on peut donner à l'école primaire, ce sont parfois des problèmes avec plusieurs solutions, ce sont des problèmes où il faut chercher, ce sont des problèmes qui permettent à l'enfant de se mettre dans une posture de chercheur et non pas dans une posture de doctrinaire enfermé sur des représentations, sur des conceptions, sur des choses qui seraient finalement complètement finies. Et c'est ça qui est un enjeu de société majeur pour aujourd'hui, à l'époque des théories du complot, des fake news, à l'époque des certitudes. Chercher la vérité. C'est d'introduire cette position de chercheur chez l'enfant et de chercheur qui interroge sereinement, sans trop d'angoisse, mais qui ne s'enquiste pas. Je pense que on pourrait parler, par exemple, de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de faire de l'enseignement quelque chose qui suscite le désir d'apprendre plutôt que de combler le désir de savoir. Et le chercheur, est-ce qu'il peut vraiment accepter alors l'autorité, la règle, le cadre ? Tout dépend de ce qu'on entend par autorité. Est-ce qu'il cherche à la dépasser ? Oui, bien sûr. Non, l'autorité, c'est pas la normalisation. L'autorité, c'est ce qui rend possible le collectif. L'autorité, c'est ce qui est le corollaire de la responsabilité. Moi, je cite parfois une anecdote. J'étais dans une école maternelle il y a quelques mois et je vois arriver vers moi une petite fille de moyenne section qui dit « Monsieur, je suis très content parce qu'à partir d'aujourd'hui, je peux gronder les grands. » Et je lui dis « Pourquoi tu peux gronder les grands ?» Elle me dit « Parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge. Et j'ai le droit de gronder les grands qui vont mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge. » Et cette petite fille a tout compris. Elle a compris que l'autorité, c'est pas le pouvoir, c'est pas le fait de crier plus fort ou d'avoir des gros bras. C'est le fait d'avoir une responsabilité au service du collectif. Et le rôle de l'école, c'est aussi, je crois, d'apprendre à exercer une autorité au sens vrai du terme. Non pas le pouvoir de la force. À l'autorité, c'est pas, à l'école, c'est pas celui qui crie qui a raison, c'est celui qui démontre le mieux. Et juste, je terminerai en disant, vous avez souligné le rôle des parents, souligné évidemment le rôle de l'école. Moi, je soulignerai le rôle très important des loisirs.
on ne dit pas suffisamment que beaucoup de choses, y compris dans la réussite scolaire, se jouent dans les loisirs. Nous avons fait une enquête l'an dernier sur la manière dont les enfants utilisaient les vacances de Toussaint. Vous savez, les vacances de Toussaint sont terribles parce qu'il y a très peu d'activités, il fait froid souvent, les parents travaillent. On a fait une enquête sur la banlieue de Nantes, on a trouvé des enfants qui passent 16 heures par jour devant un écran. 16 heures par jour devant un écran. Vous imaginez bien que par rapport à ceux qu'on a pu amener au musée, qui sont allés dans un terrain d'aventure construire des cabanes, qui ont pu travailler avec des copains sur des jeux coopératifs, celui qui passe 16 heures par jour devant un écran, il va pas revenir à l'école avec les mêmes dispositions que celui qui a vécu des expériences extraordinaires. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que notre société se pose la question des loisirs éducatifs. Les loisirs ne peuvent pas être entièrement renvoyés à la marchandise pour les enfants. Parce que autant les adultes, ça pose pas de problème, autant ce qui se joue pour les enfants dans leurs loisirs est fondamental. C'est pour ça que l'éducation populaire, le scoutisme, tout ce qui se joue dans le tissu associatif et culturel est si fondamental. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le temps passé en famille, le temps passé à l'école, en réalité, c'est le temps passé dans ce qu'on appelle, on va dire, les tiers-lieux. Ça peut être la rue, dans le pire des cas, ça peut être le club de modélisme, la chorale, le théâtre, le club tiers-monde ou tout ce qu'on veut, ou la troupe de scouts. Ce temps passé dans ces tiers-lieux est plus important quantitativement, au bout du compte. Et que ce qui s'y joue là, c'est la découverte de tas de choses qui vont avoir des effets. Et cet équilibre entre la famille, qui est le lieu de la filiation, l'école, qui est le lieu de la découverte, de l'altérité, du savoir avec ses exigences, et les loisirs, qui sont le lieu de la découverte d'une responsabilité sociale, de l'engagement personnel, cet équilibre est assez nécessaire pour le développement de l'enfant. Toutes les recherches et tous les travaux nous le montrent aujourd'hui. Et vous évoquez justement le fait que tous les enfants n'ont pas le même vécu, n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes chances, peut-être. Ça lance le grand débat de l'égalité. Pas si simple. Thème du jour, l'école ne sait plus éduquer. Pour vous, une école qui respecte le principe de l'égalité, ça se traduit comment ? C'est la question que nous avons posée à Christophe Marion, député Ensemble, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, et à Laurent Gomez, secrétaire national CFDT Éducation et par ailleurs professeur d'histoire-géographie. Christophe Marion, député Ensemble, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. L'école doit être égalitaire. Maintenant, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le même programme scolaire où que l'on soit scolarisé. Ça veut dire aussi que l'école doit pouvoir offrir les mêmes chances à l'ensemble des élèves, qu'ils soient ou non en situation de handicap, quel que soit leur sexe, quelles que soient leurs opinions religieuses ou politiques, s'ils en ont. Laurent Gomez, secrétaire national CFDT Éducation. L'école, en fait, doit apporter des éléments différents, des apports pédagogiques différents en fonction des besoins des élèves. C'est ce qui assure en fait le principe d'égalité, notamment d'égalité des chances qui font de l'école républicaine en fait. On a rendu obligatoire dernièrement l'usage des manuels labellisés en mathématiques et en français en primaire, de manière à ce que les méthodes pédagogiques qui sont utilisées pour apprendre le français et les mathématiques, ces méthodes pédagogiques doivent être les mêmes en fonction, enfin, sans différenciation territoriale. On a la situation par exemple des groupes de niveau. Les groupes de niveau, on est sur l'exemple même d'une volonté politique apparemment d'assurer une certaine égalité. Et en fait, on se retrouve avec un dispositif qui est profondément inégalitaire. L'idée n'est pas d'avoir un programme qui est construit pour les groupes faibles et un programme construit pour les plus forts. Il faut que les compétences acquises ou à acquérir soient les mêmes pour l'ensemble des groupes. Ça n'est pas une classe de niveau, c'est-à-dire que ça ne dure pas sur une année scolaire et ça ne regroupe pas l'ensemble des disciplines. On sépare les élèves en fonction de leur niveau, on met les élèves qui ont des difficultés ensemble, les élèves qui n'ont pas de difficultés, et on leur dit vous devez arriver au même point. On sait très bien que c'est
c'est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on crée de l'échec par avance, puisque bien évidemment, le groupe des élèves les plus en difficulté n'arriveront pas au même niveau que les groupes qui n'ont pas de difficulté. Ces groupes de niveau concernent une partie des enseignements seulement. Et là, on se concentre sur le français et les mathématiques, c'est-à-dire un tiers des heures d'un élève sur une semaine. Et surtout, ces groupes de niveau sont appelés à bouger en fonction de l'évolution des élèves. Donc, ce n'est pas des groupes fixes et ça n'est pas un groupe classe. L'hétérogénéité dans une classe, c'est ce qui permet de faire avancer le groupe ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des élèves moteurs, mais ces élèves moteurs, ils progressent aussi dans d'autres compétences, notamment sur la sociabilisation, sur la sociabilité des élèves. Si dès le plus jeune âge, on apprend aux gens à travailler avec l'autre, à respecter l'autre, à connaître l'autre, on a une société qui va devenir plus humaine, plus humaniste. Pas si simple. Invité du jour, Philippe Mérieux. Éric, Étienne, c'est quand tu veux. On vient de l'entendre à l'instant. Alors, l'égalité, c'est aussi l'un des grands sujets pour l'éducation aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour en faire, mais quand on regarde concrètement, eh bien, on n'est plus d'accord. C'est compliqué, l'égalité. On parle d'égalité des chances. Moi, je n'aime pas beaucoup cette expression. Je préfère parler de l'égalité du droit d'accès de tous à l'éducation, à la culture. Ça me paraît important. Et une véritable égalité dans une république, c'est le fait aussi de donner plus et mieux à ceux qui ont moins. C'est, me semble-t-il, une obligation de moyens que doit s'imposer une société qui se veut une société républicaine et démocratique. Alors après, l'école... On a pu voir avec les zones prioritaires ou... Oui, mais... Ou certaines régions où on va limiter les classes. Avec les zones prioritaires... Mais c'est un peu un trompe-l'œil, parce que si on regarde les collèges des zones prioritaires, on s'aperçoit que comme ils ont essentiellement des professeurs vacataires et contractuels et débutants, eh bien, si on ne prend pas simplement le budget supplémentaire, mais si on prend le budget salaire compris, eh bien, un élève de collège prioritaire coûte beaucoup moins cher qu'un élève de collège de centre-ville. Donc, nous donnons encore beaucoup plus à ceux qui sont déjà favorisés. Là-dessus, nous avons, me semble-t-il, encore à progresser. Mais peut-être que le problème majeur de l'école, et on le voit bien dans l'interview croisée que vous avez présentée, c'est de combiner ce que j'appellerais le droit à la ressemblance et le droit à la différence. Une classe, c'est extraordinaire, c'est des gens qui viennent avec chacun une histoire et qui partagent les mêmes savoirs. Chacun avec son histoire, parfois son handicap, ses difficultés, parfois des parents plus ou moins facilitateurs, et on partage les mêmes savoirs. Donc il y a la reconnaissance de la différence constitutive des individus, et puis cet objectif qui est réaffirmé ici par les deux personnes qui interviennent, qu'ils acquièrent tous ces savoirs qui unissent et qui vont faire qu'ils vont pouvoir parler ensemble, qui vont pouvoir faire société. Alors, c'est difficile institutionnellement à structurer ça, parce que notre institution va alternativement et d'une manière quasiment psychotique privilégier le droit à la ressemblance ou le droit à la différence. Par exemple, le droit à la ressemblance, on va le privilégier en faisant des classes homogènes. Voilà. Et puis, on va privilégier ensuite en disant on va faire des classes hétérogènes. Là, le droit à la différence va être mis en place d'une manière... Parce qu'on ne sait pas bien articuler les deux. On ne sait pas bien travailler à la fois le même et le différent. Et l'enjeu pédagogique pour la gestion d'une classe aujourd'hui, c'est d'être capable de mener un collectif avec des moyens différents vers des objectifs communs. Mais alors justement, l'égalité des chances, indépendamment des considérations financières, l'égalité des chances, est-ce que c'est pas donner à un élève excellent tout ce qu'il lui faut pour pouvoir exceller encore davantage, et dans le même temps donner le plus possible à un enfant qui est plus en difficulté, qui a besoin d'être aidé davantage. Enfin, je voudrais que vous nous expliquiez cette question d'égalité des chances, surtout quand on a des enfants qui sont locomotives. Égalité des chances, c'est pour moi égalité non pas de tout ce qu'on va donner à la personne, mais c'est la possibilité de lui fournir les ressources qui vont lui permettre d'optimiser au mieux ce qu'il est, ce qu'il veut faire, et de lui permettre d'être fier de lui, Non, cette égalité, on voit bien aussi qu'il y a une critique qui revient régulièrement actuellement sur l'école. On parle de nivellement vers le bas.
Et il y a quand même aujourd'hui des indices pour voir quand même que le niveau, par exemple, en orthographe, tout à fait, est en train de se casser la maîtrise figure. De l'écrit. Maîtrise de l'écrit. Les mathématiques, on va les supprimer du tronc commun au lycée parce qu'au fond... On les a réintroduites. Oui, mais il a fallu les retirer pour se rendre compte que c'était catastrophique. Cette question du nivellement vers le bas, qu'est-ce que vous y répondez? Alors, d'abord, je crois qu'il n'y a pas réellement de nivellement vers le bas. Si l'égalité, c'est pas partir du principe que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde réussira. Alors, il faut distinguer les choses. Le problème ne se pose pas de la même manière dans ce qu'on pourrait appeler la scolarité obligatoire et après. L'ambition d'un pays comme la France, c'est que les objectifs de la scolarité obligatoire soient atteints par toutes et tous. Là, c'est une ambition en termes d'égalité de résultats. C'est ce qu'on appelle le tronc commun de compétences, de connaissances et de culture. Il y a une ambition. On en est très loin, mais c'est une ambition que je trouve tout à fait légitime. On a un bac Non, c'est pas le bac, c'est l'âge de 15 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire, l'âge de 16 ans, pardon. C'est la fin de la scolarité obligatoire, ce tronc commun qui a été validé par des gouvernements de gauche et de droite successifs. C'est cette espèce de bloc de compétences dont on considère que ce sont les fondamentaux de la citoyenneté, que pour être citoyen, il faut avoir maîtrisé tout ça. Là, je pense qu'il faut une égalité de résultats. Il faut une égalité de résultats, en tout cas, il faut la viser. Après, on est dans une situation totalement différente. Au-delà du tronc commun, au-delà de ce bloc de connaissances, au-delà de ce qu'on appelle donc le socle, eh bien, chacun et chacune doit pouvoir investir et s'engager dans les domaines qui lui apparaissent les plus favorables et les plus capables pour lui de lui apporter un épanouissement. Mais pour cela, il faudrait, en année loin, que dans le tronc commun, il y ait tous les enseignements qui seront représentés après. Or, en France, nous avons un vrai défaut, c'est que dans ce tronc commun, il y a très peu de manuels. Et donc, comme il n'y a pas de manuel, on va orienter vers le professionnel ceux qui seront, au fond, un échec dans les disciplines d'enseignement général. Alors pourtant, on a quand même besoin d'excellence même dans ces matières-là, non? Oui, d'une part, et d'autre part, nous savons dommage aujourd'hui... de dévaloriser le manuel, quoi. Oui, alors nous savons aujourd'hui en plus, parce que là, les recherches sont complètement convergentes et tout le monde est d'accord, que le seul véritable contrepoint à l'hégémonie et à la fascination de l'écran, c'est le travail de la main. Le travail de la main, c'est construire, c'est faire, c'est découper, c'est faire avec du bois, c'est faire avec de la terre, c'est faire des cabanes, c'est faire un moteur. C'est ça qui va être le vrai contrepoint pour sortir de la virtualisation du monde qui menace une grande partie de nos enfants. Et pourtant, l'école, elle continue à minimiser ça. Et moi, qui ne suis pas un fanatique du système finlandais, j'admire quand même dans ce système le fait que tous les enfants, de l'entrée dans la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, ont 2 demi-journées complètes de cours, au cours desquelles ils auront, dans l'une d'entre elles, mécanique, ébénisterie, etc., et dans l'autre, cuisine, couture, etc., qu'ils soient garçons ou filles. Et donc, ils vont pouvoir découvrir un certain nombre de choses qui vont pouvoir leur donner le goût de faire ça. Et on va aller progressivement vers une orientation qui ne sera pas simplement par défaut. On n'enverra pas simplement les enfants dans les lycées professionnels parce qu'ils ont échoué en français, en mathématiques et en anglais. On en verra aussi, où ils iront aussi, il faut l'espérer, parce qu'ils auront découvert qu'un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui dépréciées à tort, parce que l'idée d'activité manuelle dépréciée est absurde, eh bien, sont des activités dans lesquelles ils peuvent se développer et s'épanouir complètement. Et bien justement, il y a des lieux où on expérimente justement des nouvelles manières d'éduquer et d'élargir le champ éducatif. Je crois qu'Étienne et Nicolas ont pris leur petite voiture la semaine dernière. Je vous propose de les écouter. Pas si simple. Direction la Maison Française à Cuise-la-Motte. Rémi Lebas, merci de nous accueillir ici à la Maison Française. On est à 1 heure de Paris, tout près de la forêt de Compiègne. La Maison Française, c'est un établissement qui propose aux jeunes de vivre la pédagogie du scoutisme, à commencer par l'aventure quand même. Là, on est en pleine campagne. Oui, tout à fait. Donc, au cœur de la forêt de Compiègne, forcément, la première chose qui nous frappe quand on arrive, c'est ce cadre, ces lieux incroyables, cet espace de vie. On est sur un domaine qui doit faire une 12aine d'hectares à peu près, et donc avec une possibilité d'exploiter
les lieux et la zone. Ça, c'est quelque chose qui se ressent même chez les élèves, d'avoir cette qualité de vie, tout en maintenant les traditions et les axes posés par le père Sevin il y a maintenant fort longtemps. La base, c'est leur faire confiance et les aider à grandir. Donc on leur fait confiance dans un certain nombre de tâches du quotidien, on leur donne des responsabilités, mais on laisse également les élèves en prendre, et on les aide petit à petit au fil du temps à grandir. Les élèves que vous allez rencontrer, il y a une vraie différence entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils sont maintenant de leur parcours. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Vous jouez à quoi là, hein? On joue à la tech. C'est l'équipe adverse qui a commencé. Bon, allez, que le meilleur gagne. Alors on vous regarde jouer un petit peu. On est les meilleurs. Rémi Lebas, vous allez me présenter la sœur Pascale. Il paraît que c'est un pilier ici. Absolument, on la rejoint. Voilà, elle doit nous attendre quelque part à l'entrée du château. Je crois que je l'aperçois un peu plus loin. Bonjour ma sœur. Et quel est le secret de la Maison Française pour rendre ses enfants heureux? Je pense qu'il y a une vraie fraternité. Vous avez vu tout à l'heure des jeunes qui étaient en train de faire un grand jeu ensemble. Elles vivent aussi en équipe, donc il y a un chef d'équipe qui a un rôle. Après, les responsabilités que les élèves ont en classe leur permettent de développer ce sens de la responsabilité. Et puis dans le sens du concret, avec la réalisation de badges, qui sont des œuvres qu'ils doivent réaliser par matière, comme dans le scoutisme où ils doivent réaliser des œuvres. Alors on va aller rencontrer ces enfants qui sont en train de faire un grand jeu, certains sont en train de faire des ateliers, enfin voilà, tout cela est organisé. On enregistre ce reportage un mercredi après-midi. On va aller les rencontrer, vous nous racontez ce qu'ils font et comment ils vivent justement cette pédagogie particulière de la Maison Française. Alors moi, j'ai jamais fait de scout ou quoi que ce soit. Mais ici, il y a beaucoup d'entraide, les profs sont beaucoup à notre écoute. Ils nous mettent en confiance et c'est peut-être par la confiance qu'on arrive à être dans le cadre, à se dire bon, ils nous font confiance, on va respecter leurs règles. Avant la 3e, tout ce qui est 6e, 5e, 4e, il y a une activité du coup le mercredi après-midi qui s'appelle le plein air. Tous réunis et on y joue, mais à partir de la 3e, il y a quelque chose, on va former des équipes avec seconde et 3e et on va avoir un projet tout au long de l'année qu'on va réaliser pour par exemple gagner de l'argent et à la fin de l'année nous payer une activité dans un parc, nous payer quelque chose en équipe. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes, genre on n'est que 15 ou 20 par classe, du coup c'est bien. Et aussi, on est en plein milieu de la forêt. Nous sommes la Maison Française, bien plantée au bon sol des aïeux, que jamais ne se taise. Pas si simple. Invité du jour, Philippe Mérieux. Alors cette initiative, elle est très intéressante. Et alors avec un mot qui revient en permanence, la responsabilité. Oui, c'est très important. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce que je crois, et de ce que nous montrent d'ailleurs tous les travaux de recherche, c'est que l'école n'enseigne jamais ce qu'elle dit, elle enseigne ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire des proclamations, d'afficher des chartes, etc. C'est bien, il faut le faire, mais il faut faire vivre les valeurs de l'intérieur. Faire vivre les valeurs que l'on annonce, faire vivre les valeurs de fraternité et de responsabilité, bien sûr. On le sent ici avec la mise en exergue du système des badges dans le scoutisme. Et alors c'est très rigolo parce que vous savez qu'un des pédagogues les plus célèbres du XXe siècle, mais qui était loin d'être dans la mouvance catholique, puisque c'est Célestin Freinet qui était communiste, a basé une grande partie de sa pédagogie sur le scoutisme et sur le système des brevets dans le scoutisme. Parce que Freinet était attentif au fait qu'il fallait donner à chacun la possibilité d'accéder à un savoir qu'il pouvait partager avec les autres. Donc on donnait des brevets et c'est exactement ce qu'on nous explique ici. Ce qui montre qu'au fond, les solutions pédagogiques n'obéissent pas au clivage idéologique traditionnel, qu'elles sont d'un autre registre et qu'on se tromperait en opposant d'une manière artificielle des gens en fonction de la façon dont ils se situent sur l'échiquier idéologique. Moi, j'étais surpris pendant ce reportage. Je pensais qu'on allait avoir des témoignages de jeunes qui nous parleraient de l'autorité, du cadre, de leur uniforme. Très, très peu. Ils ont tous parlé de fraternité, de leurs enseignants, qu'ils appellent d'abord chef et cheftaine. D'ailleurs, c'est rigolo. Il y a cette notion de famille dans cette école. Et je me suis posé la question... Ils sont combien, les élèves, dans cette école? Dans cette école, je ne sais pas combien ils sont. En tout cas, par classe, ils sont entre 10 et 15. Et il y a combien de classes? Et il y a une classe par niveau.
Donc, vous voyez, c'est un petit établissement. Une toute petite école. Ouais. Alors, ce que vous dites est très important, parce que, là encore, les travaux de recherche sont complètement convergents. Aujourd'hui, quel que soit l'horizon idéologique, on réussit mieux dans des microstructures, dans des structures où il y a une taille humaine. Globalement, on sait qu'à peu près 120 élèves pris en charge par 10 adultes, 15 adultes, ça marche toujours. Ça marche toujours parce que ça crée un collectif dans lequel chacun est identifié, dans lequel il y a des relations personnelles fortes. L'économie d'échelle que nous avons, à laquelle nous avons adhéré massivement, qui fait qu'on crée des gros établissements parce qu'on économise une photocopieuse ou deux, se crée un poste de secrétariat, ça crée des problèmes sociaux, des problèmes de comportement. Et ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on économise en termes d'investissement. Donc oui, des micro-établissements. Il faut aller vers des unités pédagogiques à taille humaine. Moi, j'étais frappé quel que soit le contexte idéologique. Dans ce reportage aussi, on ne l'entend pas, mais j'ai rencontré une dame, une professeure qui se fait appeler Chef Marie, et elle témoigne de la souffrance qu'elle a connue dans un établissement scolaire où elle avait des classes de 35-40 élèves, et dit à quel point, là, désormais, elle vit comme en famille. Bon, l'école, c'est pas la famille, mais c'est important que l'élève se sente comme dans un lieu qui lui est familier, au moins. Et le professeur aussi. Exactement. Et là, c'est frappant. Ce que vous décrivez à propos de cette école que je ne connais pas est très proche de ce qu'on pourrait vivre au lycée autogéré de Paris, qui est en difficulté aujourd'hui parce que, justement, l'éducation nationale a du mal à intégrer des petites structures où il y a des effectifs plus légers, où les adultes sont investis d'une manière collective et en équipe. Voilà, et on multiplie des grosses structures énormes où l'anonymat engendre de la violence, du harcèlement, où il n'y a plus de repères adultes. Un élève de 6e, quand il arrive en 6e, il a 12 professeurs qui n'ont pas les mêmes classes. Donc, il ne voit jamais ces 12 professeurs en même temps. Comment voulez-vous qu'il ait l'idée de ce qu'est l'unité de cette école? Il n'a jamais vu ces 12 professeurs ensemble. Il ne sait pas ce que c'est que l'école comme institution. Il est embarqué dans une multitude de situations. Et ça, c'est extrêmement difficile pour un élève pour s'en sortir. Et plus il aura eu des difficultés personnelles, familiales, matérielles, plus il sera perdu dans ce type de structure gigantesque. Philippe Mérieux, je ne vous présente pas Isabelle de Golemin. Je crois que vous connaissez déjà. Je vous propose de lui laisser maintenant la parole. Pas si simple. Thème du jour, l'école ne sait plus éduquer. Un podcast proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Invité, Philippe Mérieux. Isabelle de Golemin, présidente des Semaines sociales de France, nous a donc rejoint. Isabelle, vous assistez depuis le début à cette discussion. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Alors peut-être la première chose, c'est qu'on a tracé un cadre un peu idéal de ce que devrait être l'éducation. Et plus ça allait, plus je me disais, mais c'est quand même très différent de ce qui se passe en réalité. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir été mère. Et c'est vrai, quand vous êtes parent d'enfants et d'école ou de lycée, vous avez un choc parce que quand vous retournez comme parent, vous retrouvez exactement la même structure, mot pour mot, que celle que vous avez connue 30 ans auparavant. C'est-à-dire que rien n'a changé. Vous avez la classe de 35 élèves, alors les parents sont dans les petits bureaux, vous avez le tableau, la craie et le prof qui dit à peu près les mêmes choses. Et donc, on a vu un exemple très très particulier, mais est-ce qu'il n'y a pas chez vous, et on le sent un peu dans votre dernier livre, un peu de désespoir devant une institution qui ne bouge pas? L'entreprise, elle a bougé, les méthodes de management ont été complètement chamboulées, on n'est plus du tout dans les mêmes bureaux qu'autrefois, on évalue les gens de manière très différente, de manière d'ailleurs avec beaucoup d'empathie normalement dans une entreprise, même si tout n'est pas rose. Mais alors l'école, on est resté dans le cadre des années 50. Et ça vous... Est-ce que vous avez de l'espérance? Non, je suis assez d'accord. Alors, ça ne me désespère pas parce que
j'ai la chance, c'est une chance extraordinaire pour moi, de travailler beaucoup avec des enseignants qui refusent ce statu quo. Donc moi, je suis un compagnon de route des enseignants qui ne mettent pas les 30 parents dans les petites tables, sur les petites chaises. Non, je suis un compagnon de route des enseignants qui bousculent un petit peu la forme scolaire traditionnelle, qui vont dehors, qui font venir des artistes, qui travaillent avec le numérique, mais d'une manière astucieuse, intelligente, qui mobilisent les élèves, qui s'inspirent des pédagogies nouvelles, qui s'inspirent du scoutisme ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu minoritaires et ils sont moins minoritaires qu'on ne le croit, mais ils ne sont pas assez soutenus. Et je pense qu'un des enjeux de l'éducation nationale, c'est de faire confiance, de militer pour la liberté pédagogique de ses enseignants et de sortir du « je ne veux voir qu'une tête », tout le monde fait la même chose à la même heure et de la même manière, parce que ça, c'est mortifère pour l'institution, pour les personnes, et ça contribue à leur découragement. Ça contribue à leur découragement. Et alors justement, parce que vous avez beaucoup parlé de pédagogie, puis vous avez utilisé un autre mot qui m'a frappé, c'est le mot de commun. Vous avez dit, on est là pour construire du commun. C'est quelque chose qu'on dit assez rarement, me semble-t-il, de l'école, et ça m'a rappelé une notion de la doctrine sociale de l'Église, qui est le bien commun. Alors, est-ce que selon vous, l'école doit favoriser le bien commun? Bien Comment sûr. est-ce qu'elle doit faire? Donc ça veut dire que c'est pas simplement enseigner ou éduquer, mais c'est aussi travailler sur les relations interpersonnelles des gens. Absolument. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une des missions de l'école, c'est de faire entendre que la somme des intérêts individuels, ça n'est pas le bien commun. Que le bien commun se construit, qui se construit dans un débat respectueux, qui se construit en écoutant chacun et qui se construit non pas par la victoire des uns sur les autres, mais par la capacité qu'on a de construire ensemble des solutions qui dépassent les affrontements. Alors ça peut se faire. Il y a encore beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle le conseil. Le conseil, c'est les élèves qui, sur un certain nombre de questions, débattent, prennent des décisions collectivement. Alors le conseil, c'est pas une discussion de café du commerce, hein. Il y a un président de séance, c'est jamais le même, tout le monde à son tour, il y a un secrétaire, il y a un ordre du jour. Tout ça doit être très structuré. Je connais aussi beaucoup de professeurs des écoles qui pratiquent la philosophie pour enfants et qui font ce travail où on organise des débats, où chacun donne un point de vue, où on essaye de construire un point de vue commun, alors en distinguant bien sûr ce qui relève du commun de ce qui relève du droit de chacun d'avoir son opinion personnelle. Mais je crois qu'il faudrait encore plus insister là-dessus, et ça me renvoie à ce que nous disions en début d'émission, à savoir que l'école ne peut pas être simplement au service de chaque individu en particulier, qu'elle doit, en tant qu'institution portée par une volonté collective, permettre à tous ces enfants de se découvrir frères et sœurs en humanité, de se découvrir capables de se parler, de se découvrir capables de construire des choses ensemble sans qu'aucun ne soit opprimé par les autres. Et ça me paraît très important, et je crois que beaucoup d'enseignants souhaiteraient faire ça et voudraient bien faire ça. Alors certains ont peur de leur hiérarchie, d'autres ont peur des parents, d'autres ont peur que ça leur prenne beaucoup trop de temps et qu'ils soient mangés par tout ça. Et il faudrait que nous ayons une institution et des cadres qui aident à faire sortir ces énergies et à donner à toutes ces énergies les moyens de sa réalisation. Et ça, du coup, est-ce que l'État peut le faire? Je veux dire, aujourd'hui, l'éducation, c'est quelque chose qui est géré au niveau extrêmement central, peut-être l'institution la plus centralisée aujourd'hui en France. Donc pour vous, il faut décentraliser, régionaliser. Pour moi, l'institution est mal centralisée. Nous sommes aujourd'hui jacobins sur les moyens et girondins sur les fins. C'est-à-dire que globalement, tout élève de 6e, où qu'il soit en France, a le même nombre d'heures de maths. En revanche, moi j'habite à Lyon, entre les objectifs du lycée Jacques Brel à Vénissieux et ceux du lycée du Parc, qui est le lycée élitiste de Lyon, il n'y a pas les mêmes finalités, hein. Donc je pense qu'il faut inverser ça. Il faut que les finalités, le cahier des charges soit commun. C'est-à-dire il faut que la République, les élus disent, voilà, les priorités c'est ça. Et ces priorités, c'est là-dessus que vous serez évalués. C'est des priorités. Par exemple, le rôle du centre de documentation, l'élection des délégués des élèves, les initiatives, la manière dont ils sont accompagnés, tout ça, ça fait partie des priorités.
Et puis alors, sur les modalités, on vous laisse un peu de choix quand même, parce il faut bien le dire, il y a des élèves pour lesquels en 6e, 2 heures de maths, ça suffit, et d'autres pour lesquels il faut 6 heures. Donc les profs, ils sont capables de savoir ça. Il faudrait leur donner beaucoup plus de marge de manœuvre dans les modalités et être beaucoup plus ferme sur des finalités pour que celles-ci soient beaucoup plus conformes à l'idéal de chacun doit penser par soi-même et tous doivent pouvoir se parler en commun et faire du commun. Et finalement, quand je vous écoute, est-ce que c'est pas autant les enfants que l'ensemble de la société qu'il faut éduquer pour avoir une nouvelle école? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'entreraient pas là-dedans, en fait. Moi, j'aimerais bien une convention citoyenne sur l'éducation à qui on donne le temps de réfléchir, de consulter, de respirer, et puis que les professeurs ne se sentent plus comme ça, l'épée dans les reins, à la prochaine réforme, au prochain oukase, mais que toute la société s'empare de cette question et réfléchisse, parce que moi, j'ai confiance. Je pense que les gens, les citoyens et les citoyennes, ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde serein, si possible de paix, et où on ne consomme pas les derniers restes de l'énergie à se taper dessus. Et je pense que si on y travaille ensemble, on doit pouvoir faire quelque chose dans l'école pour ça. Une convention citoyenne, au-delà des présidentielles, pour 5 ans. On est parti. En effet, ça me paraît un excellent programme. On va siffler la fin de la récréation. Merci beaucoup Philippe Mérieux d'avoir été notre invité ce matin. Merci Isabelle et merci Étienne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce programme, ce podcast sur les plateformes du Jour du Seigneur, sur le site de RCF et surveillez aussi les réseaux sociaux des Semaines sociales de France. Et puis alors surtout, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez. À très bientôt. Pas si simple. L'école ne s'est plus éduquer. Un podcast produit par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin, Isabelle de Golemin. Réalisé par Nicolas Maupied. Prise de son, Sylvain Delecroix, David Sandras. Reportage, Geoffrey Defebvre, Sybille Delettre, Étienne Pépin. Montage son et mixage, Benjamin Alves. Voix off, Lison Risse. Documentation, Claire Latuile. Production, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, France Télévisions, Together Media, France Inter, LCI, RTL, CNews. Musique, Mima Musique.